avec vous ici tous les trois pour donc continuer à creuser cette question des assistants vocaux. On a eu le point de vue des éditeurs de radio tout à l'heure, justement en fin de débat avec Laurent Guimier et Mariam Salehi. Cette fois-ci, on va voir ce qui se passe du côté des éditeurs de télévision notamment. On a beaucoup cité Alexa tout à l'heure. Allez, on va citer Google Home pour changer un peu avec vous aussi, Laurent Samama. Comment en effet ces nouveaux devices apportent de nouvelles solutions pour créer, pour distribuer et pour monétiser les contenus. Dernière vague en date, évidemment, ce sont les assistants vocaux. On peut citer encore une fois Alexa, Google Home, mais aussi Snips, par exemple, pour d'autres acteurs du secteur. Alors comment, justement, on est en train de construire... Facebook, qui vient de lancer. Avec Pixel, comment est-ce qu'on peut justement essayer de réussir à engager, à penser cette nouvelle relation entre créateurs de contenu et nouveaux devices. D'abord, quand on va sur un assistant vocal, on y va pourquoi, Stéphanie Boissin ? J'aurais préféré que ce soit Laurent qui réponde. Il va avoir droit à la question aussi, Laurent. Alors moi, il me semble que c'est actuellement plutôt tout ce qui est autour de la musique, de l'audio, des routines quotidiennes. Et finalement, nos sujets audiovisuels sont encore assez peu développés. Mais effectivement, ça devient une problématique, en tout cas un sujet que nous devons adresser. Alors Laurent, j'imagine que vous n'allez pas demander à Alexa de vous mettre de la musique ou de commander une nouvelle brique de lait chez Whole Foods. Mais du coup, quand on demande à Google Home de mettre en contenu, pourquoi est-ce qu'on le fait de cette façon-là ? D'abord, si vous me permettez, juste pour comprendre dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une enceinte connectée chez vous ? Très bien. Et si vous l'avez utilisé pour lancer du contenu musical ou radio ou audiovisuel ? Et juste audiovisuel ? D'accord. Donc en gros, on avait 30% de la salle qui a une enceinte. La plupart l'ont utilisé pour lancer du contenu musical. Audiovisuel, très peu. Donc à votre question, et je voudrais aussi revenir sur un point. Qui a un assistant vocal sur son smartphone ? Et qui l'a utilisé pour lancer du contenu audio ou visuel. Donc, en gros, l'assistant vocal, ce qui est très important pour nous, c'est que l'assistant vocal ne se limite pas, on associe souvent aux enceintes, mais l'assistant vocal, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans tous les devices. Et l'appartement témoin disait... Et au-delà de l'appartement, le mobile, pour nous, est le premier point d'accès de l'assistant vocal, et le mobile, qui va au-delà de l'appartement. Juste pour vous donner une idée, le Google Assistant aujourd'hui, il est disponible dans le monde sur 500 millions de terminaux et ça comprend mobile, tablette, téléconnecté, enceinte. Et sans donner un breakdown précis, le mobile est bien entendu le premier device équipé de l'assistant. Je vais revenir quand même à votre question, qui était pourquoi est-ce qu'on utilise... en gros, l'assistant l'interaction vocale permet un accès beaucoup plus direct au contenu. Donc une fois que l'usage est installé, et toute la question est là parce qu'on en est vraiment au début, mais une fois que l'usager connaît l'utilisation, connaît le contenu auquel il peut accéder, c'est le meilleur moyen et le moyen le plus direct d'y accéder est par la voix avec une commande vocale. Est-ce que vous pensez que c'est une révolution, le troisième âge de l'Internet et l'Internet de l'écrit, l'Internet de la vidéo, beaucoup de vidéos. Et là, est-ce que vous pensez que c'est l'Internet de la voix ? Est-ce que vous lancez l'Internet de la voix avec une interface vocale qui est une interface finalement, quand on y pense, la plus simple et la plus pratique ? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ? Alors, on ne se l'est pas formulé comme ça, mais c'est une bonne manière de le formuler. C'est très clairement un nouvel accès clé pour l'utilisateur à l'Internet. Et donc, absolument, on investit énormément parce qu'on se rend compte que la voix, c'est la manière la plus simple, la plus naturelle pour l'utilisateur pour lancer des requêtes, accéder à des informations et du contenu. Donc, oui. Alors, est-ce que c'est un nouvel Internet ? Non, on voit vraiment ça comme un complément. C'est un accès complémentaire qui est le médium voix. Et les réponses aussi sont une manière complémentaire de répondre dans certains cas. Donc la voix est au même titre que l'écrit, la vidéo, la voix est un médium qui se développe de plus en plus et qui est clé. Incarna Marquez, justement, pourquoi est-ce qu'il y a ce nouvel engouement, enfin cet engouement d'ailleurs tout court qui est en train de se créer sur ces assistants vocaux, et pourquoi est-ce que le groupe France Télévisions y va aussi ? Parce qu'il faut être finalement un diffuseur à Tawad quand on est France Télévisions, on doit être disponible partout sur tous les devices en permanence et en mobilité.
C'est effectivement, pour l'instant, c'est des actions très en innovation. Je m'excuse pour ma voix, mais donc on est vraiment en train de tester. Chez France Télévisions, effectivement, on doit, en tout cas, pas du fait qu'on a un service public, donner l'accès à nos contenus partout et à tout le monde. On voit dans les assistants vocaux aussi innettes aux personnes qui ont des discapacités visuelles. On a travaillé avec Google pendant les Jeux Olympiques sur une application vocale voilà, qui n'a pas connu un succès entre guillemets très fort, mais ça nous permet de tester et regarder comment le public réagit à ces propositions. On sait que pour avoir des enfants à la maison, ils s'amusent avec. Donc pour nous, pour France Télévisions, c'est aussi une façon d'arriver à ces publics voilà, qui sont très numériques. Donc voilà, pour l'instant, nous, on est en train d'expérimenter. D'ici la fin de l'année, on souhaiterait doter de cette fonctionnalité à notre service France.tv et notamment par rapport à ça qu'on parlait tout à l'heure, le fait que la consommation des vidéos sur les mobiles progresse de jour en jour, et donc pouvoir dire l'assistant vocaux, c'est une façon de chercher rapidement, sans taper sur son clavier, un contenu facilement. Si on sait ça qu'on cherche, on peut dire OK Google, lance Plus belle la vie sur ma télé, sur mon téléphone, je ne sais rien. Donc la voix, c'est le nouveau search, si je comprends bien. Pour moi, c'est un outil de search. C'est une télécommande. C'est une forme de search. Et donc il va falloir se référencer dans ces assistants vocaux en disant effectivement, France Télévisions a la chance d'avoir une gamme à la fois de marques de produits. Vous parliez de Plus belle la vie, ou si on demande un film, il y a une grande chance que vous en ayez, une série, il y a une grande chance, de l'information, vous avez tout. Comment est-ce que vous allez travailler pour référencer vos contenus à l'intérieur des assistants personnels, et donc qui permettront d'y accéder plus facilement? C'est le travail qu'on a en ce moment en cours. Laurent pourra peut-être dire aussi. Parlez davantage. C'est le travail qu'on a en cours avec les équipes de Google en ce moment. Donc il y a tout un travail des métadatas et des taxonomies des contenus par rapport à tout ça. Donc on est en train de référencer nos contenus comme on peut les faire aujourd'hui sur Google Search ou d'autres navigateurs. Du SEO, quoi. Donc voilà, c'est du SEO et on travaille sur ça. Je pense que la difficulté majeure, c'est côté Google, parce qu'il faut savoir détecter toutes les phrases qui veulent dire la même chose. Donc la langue française étant très riche, je ne sais pas si on dit, si on sort du contexte des médias, mais détecter qu'on veut se réveiller, programmer notre alarme à 6 h du matin, réveille-moi à 6 h du matin, ou programme mon alarme. Donc il y a beaucoup de travail, je pense, du côté de Google pour bien comprendre et que du coup l'outil de search soit efficace. Mais de notre côté, donc on va échanger les mots, les métadonnées qui caractérisent nos contenus, pour que du moment où il y a des mots qui sont en relation avec notre contenu, les programmes soient lancés. Voilà. Et on va y arriver dans un instant. Stéphanie, Oui. vous souhaitiez réagir? Non, c'était. Je rejoins totalement Anne-Carna sur la nécessité d'explorer finalement lorsqu'on a un nouveau device, une nouvelle voie finalement. Il est extrêmement important de creuser, d'expérimenter. Et c'est vrai que TF1 a eu la même démarche. On a lancé cette année un certain nombre de skills, d'apps, et pour pouvoir adresser ces nouveaux environnements et surtout comprendre leur fonctionnement et les usages qui en sont faits. Là, on parle effectivement de plusieurs choses. Il y a déjà nous comprendre finalement comment on met à disposition nos contenus sur ces environnements, nos contenus audio, et comment ils sont découverts. Par exemple, on avait lancé pour la Coupe du Monde un quiz téléfoot. Voilà, c'est le bon exemple. On sait que la gamification, enfin le gaming est un des axes majeurs sur l'usage de ces devices. Et je mets à disposition des utilisateurs un quiz téléfoot dans un contexte particulier qui est celui de la Coupe du Monde, et je regarde effectivement l'usage pour après optimiser ce qui sort. Et puis il y a un deuxième volet qui est effectivement comment mon assistant vocal devient la télécommande entre guillemets de mes autres écrans, et ça c'est un second volet.
Mais c'est vrai que sur la première partie, on a essayé cette année d'explorer un maximum. Et c'est pour ça que tant sur la news avec LCI que sur le sport avec Téléfoot ou même avec Marmiton, ailleurs dans le groupe, on a lancé un certain nombre de choses pour comprendre en fait vraiment les attentes des utilisateurs. Donc on voit bien que pour l'instant on est en phase de bêta-test, en tout cas du côté des groupes médias. Est-ce que ça veut dire qu'on fait un peu de l'anthropologie aussi d'audience ? Comment est-ce qu'on arrive, alors même si encore une fois le retour d'expérience a un timing relativement restreint, mais est-ce qu'on arrive justement à mieux appréhender ces nouvelles audiences qu'on va pouvoir aller chercher, engager par l'assistant vocal ? Oui, les analytiques parlent, donc forcément on en apprend, et on apprend beaucoup de choses sur l'usage qui est fait des éléments, enfin des assets qu'on a lancés à date, mais on découvre aussi nous comment optimiser nos développements en termes d'app, en termes de skills, comprendre à chaque fois comment mieux adresser, puisqu'il y a deux volants, je prends mon contenu et je le mets tel quel, quasiment en audio, mais il y a également comment je crée un contenu spécifique qui s'intègre dans un dialogue et qui va être optimisé pour cette nouvelle interface vocale. Et ça nécessite pour nous une montée en compétence, en expertise d'un point de vue dev. Laurent Samama, pardon. Là, les études qu'on peut lire sur l'usage, c'est essentiellement de la musique, pour lancer sa musique. C'est beaucoup de domotique, un peu d'information, pas beaucoup d'autres usages. Comment est-ce que vous pensez que on peut éduquer les gens? On a vu, vous avez fait un petit sondage, hein, il y a 30%, un tiers des gens qui en ont. Comment est-ce que vous pouvez les éduquer à effectivement en faire une télécommande, à faire, et on y viendra du m-commerce, à faire tout ça. Sondage très scientifique, comme vous avez vu. En fait, c'est vraiment, c'est là où les partenariats rentrent en jeu, c'est-à-dire que c'est une fois que les nouvelles expériences seront disponibles sur l'assistant qu'on pourra en parler et les déployer, et du coup et créer les usages. Et puis, comme vous dites, il y en a certains qui vont prendre, d'autres qui prendront moins. On n'a pas de comment dire, il n'y a pas de plan qui consiste à dire voilà absolument l'usage qu'il faut déployer. Par contre, comme vous dites, c'est quand même très lié. L'optique de l'assistant, c'est quand même très lié à la vie quotidienne. L'idée, vous savez, le fameux musique et domotique. Oui, ou comment on appelle ça, le test de la brosse à dents. Chez Google, on avait toujours cette idée qu'un service, il est bon si on l'utilise autant de fois qu'une brosse à dents, donc 3 fois par jour. Donc c'est vraiment, on est vraiment axé sur les usages de tous les jours et où est-ce que l'assistant peut apporter de la valeur sur les usages de tous les jours. Et donc effectivement, comme vous dites, musique, recettes de cuisine aussi, c'est quelque chose qui a l'air d'être très utilisé. Mais voilà, ensuite c'est vraiment avec les partenaires que quand il y a des idées... Et d'ailleurs, Google Assistant est une plateforme ouverte et il y a des entreprises qui développent des actions, on appelle ça Action on Google, qui développent des expériences et ensuite qui vont les marketer auprès de leur cible. Et il y a des choses qui vont naître auxquelles on n'a pas forcément pensé et qui vont développer des usages. Alors si on reprend justement l'exemple de la recette de cuisine et de Marmiton pour le groupe TF1, ça veut bien dire que, encore une fois, on est en train tous de chercher ces nouvelles formes pour coller à ces nouveaux usages et ces nouveaux contenus. Mais typiquement, ça vous permet aussi de pousser des marques du portfolio numérique du groupe TF1 que vous n'auriez pas forcément décliné à l'antenne pure et dure. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mieux jauger cette proportion entre des marques, des programmes natifs qui vont être développés avec les assistants vocaux versus des déclinaisons de l'antenne sur ces nouveaux devices avec ces nouveaux usages? Une nouvelle fois, c'est une question de pertinence, c'est-à-dire que Marmiton s'est imposé. Marmiton, c'est une marque du quotidien, donc c'est normal qu'on l'intègre dans une routine, ou en tout cas qu'on tente de l'inscrire définitivement, parce qu'il y a quand même une prime au premier installé, dans les réflexes qui auront lieu avec les assistants vocaux. Concernant les marques antennes, la question se pose une nouvelle fois sur deux volets. Il y a le volet de comment finalement j'adresse ce nouvel univers en déclinant spécifiquement quelque chose pour cet environnement. Et c'est le cas, par exemple, des derniers podcasts qu'on a lancés au sein du groupe, que ce soit les gens qui disent sont plus heureux, Impact Positif, ou les aventuriers de la TV avec Ushuaïa TV. À chaque fois, voilà, on a fait, excusez-moi pour la langue très française, mais des spin-offs finalement de ce qu'on peut retrouver sur nos antennes pour l'adresser spécifiquement sur l'audio. Et puis après se posera la question de comment on y va plus largement avec nos marques
plus forte, plus premium. Et là, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, il y a la problématique des modèles, des business models, enfin problématique non, mais en tout cas enjeux qu'on doit conjointement adresser, même si on est encore aujourd'hui aux prémices. Donc aujourd'hui, il faut explorer et puis demain, on construira des modèles vertueux. Alors justement, en explorant ces futurs modèles vertueux, est-ce que finalement c'est plus simple quand on s'appelle Amazon et qu'on détient une chaîne de valeur en continu avec le Washington Post par exemple pour pouvoir avoir accès à ces informations, en les lançant depuis Alexa et en remonétisant derrière avec du m-commerce en allant acheter, encore une fois je reprends l'exemple de la brique de lait chez Whole Foods, ou est-ce que quand on doit intégrer plusieurs briques de partenariat, finalement ça prend plus de temps pour pouvoir installer l'usage? Est-ce qu'il vaut mieux être dans la position de l'écosystème appleisé, un peu plus fermé, ou est-ce que finalement, quand on est une OS qui permet d'être distribuée sur un ensemble de devices assez phénoménal, on se laisse le choix justement à aller tâtonner sur des formes de partenariat? C'est pour moi. Je crois que c'est pour vous, Laurent. Alors, je sais qu'on aime bien associer Apple, Amazon, Google dans l'acronyme GAFA, mais on est vraiment des entreprises très différentes. Donc l'intégration verticale dont vous parlez, moi je la ressens pas du tout dans mon entreprise et je peux pas parler au nom des autres. Donc par rapport à votre question, je ne saurais pas répondre à votre question. Vous préférez rester non, je veux bien que vous m'en posiez une sur Google plus spécifiquement, mais sur Amazon et Apple qui sont effectivement dans des logiques. Dans ma compréhension externe d'intégration verticale, nous on n'est pas dans cette logique. Nous on est dans une logique de plateforme ouverte. C'est-à-dire Google Assistant, n'importe qui peut développer ses services. Je vais prendre un exemple. On a un service de musique qui s'appelle Google Play Music. On lance YouTube Music également. Google Assistant, Spotify est la première plateforme musicale disponible sur Google Assistant et qui est utilisée. Donc tout dépend de ce que le user, de ce que le client, l'utilisateur de Google Assistant veut utiliser. Et nous, chez Google, la philosophie, elle est vraiment, vous pouvez accéder à tous les services et on veut développer la plus grande offre de contenu, de services disponibles, quel que soit. Et on n'est pas du tout dans une logique de privilégier les services que nous serions en train de déployer. Une question un peu plus spécifique pour Google. Aujourd'hui, on a le modèle du partage de la valeur, c'est-à-dire qu'un contenu doit être référencé sur Google pour être vu, consommé et donc avoir de l'audience, en contrepartie de quoi Google monétisera par derrière les données qu'il a obtenues de la recherche. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est un modèle qu'on connaît. Est-ce que le modèle des assistants personnels, on peut le plaquer sur le modèle ancien ou il va falloir tout réinventer? Alors, il y a très probablement beaucoup de réinvention. On n'en est pas du tout, et j'ai écouté un peu la fin de votre table ronde précédente, où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui avaient des solutions déjà au business model. Oui. Je dois dire il y a des radios qui effectivement qui ont déjà des solutions, donc pouvoir commander. Il faut qu'on travaille plus près avec eux pour comprendre quels sont les business models, parce que honnêtement, on n'a pas encore de vision sur le business model du tout. Par contre, on a une vision qui a un usage qui va se développer, qui va exploser, qu'il faut qu'on soit là pour créer l'usage. On est toujours dans la même logique de créer l'usage en premier, de répondre à la demande utilisateur avec une expérience irréprochable. Et la question du business model, donc il y a des expérimentations et c'est très bien, comme vous dites, il y a des expérimentations qui se passent. Pour certaines entreprises, la question du business model ne se posera pas parce qu'il y a déjà un business model. Si vous prenez Netflix, ils vendent des abonnements. Le fait de rendre leur offre accessible sur plus de supports, finalement, accroît la valeur de leur abonnement. Donc il n'y a pas vraiment de questions. Pour d'autres, il y aura des questions qui se poseront. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas de réponse. Et par rapport à si je devais choisir un des deux, mais à nous, je m'engage personnellement plutôt que. Je pense qu'il y a des choses à réinventer. On ne peut pas plaquer un modèle existant. Enfin, quand même, pour le coup, si je suis quand même la stratégie de Google, elle est relativement simple. C'est un déploiement Android classique, comme vous auriez pu le faire sur n'importe quel autre device. Typiquement, quand on prend et on en parlait tout à l'heure, notamment avec Laurent Guimier, avec Mariam Salehi, comme une nouvelle opportunité aussi, un nouvel écran, ou en tout cas un nouveau point d'entrée pour engager de nouvelles audiences. La voiture connectée, la future voiture autonome, quand on fait un partenariat avec Renault, enfin plutôt Renault Alliance, donc Renault, Mitsubishi et Nissan, et qu'on va être l'OS via Android Auto de 10 millions de voitures à partir de 2021,
on se doute bien qu'on déploie du coup Android de cette façon-là et qu'on va pouvoir capter une audience via Google Play, via Maps, via toute une infinité de services associés à Google. Donc, capter la valeur des data. Donc la question revient vraiment sur la question de la gouvernance des données, la monétisation de ces données à venir. Il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas en accord et je ne vois pas du tout ça de la même manière. Pour revenir, quand vous parlez du partenariat, alors premier point sur les data et la captation des... Enfin, nous les données, on est très très clair. Les données, elles appartiennent à l'utilisateur. Donc quoi qu'il arrive... RGPD oblige. RGPD oblige et qui est une très bonne réglementation et si vous regardez ce qu'on a mis en place sur les données, ça fait des années qu'on le met en place et on le renforce en conformité avec la réglementation RGPD, qui aussi a un point important qui est maintenant, il y a une obligation de penser à ce qu'on appelle la privacy, donc en français... La vie privée. La vie privée. Enfin, privacy by design, donc c'est vraiment au départ, la conception des produits, on prend en compte toutes les problématiques de vie privée dès le départ dans les produits. Donc vraiment des bonnes choses à appliquer. Et donc juste pour revenir, chez Google, et je vous encourage à le faire, vous allez sur le moteur Google, vous tapez mon compte ou mon activité et vous allez voir tout ce que effectivement, toutes les données que Google a sur vous et vous allez décider de les laisser, de ne pas les laisser. Vous pouvez décider de recevoir de la publicité ciblée ou au contraire de ne pas être ciblé du tout et donc d'enlever toutes les données qui sont là. Donc c'est vraiment, pour nous, les données, elles appartiennent... Si elles appartiennent à quelqu'un, c'est vraiment à l'utilisateur. Donc elles ne nous appartiennent pas. Premier point. Utiliser. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez, Android et les services, il faut différencier. Enfin là, il y a plein de sujets. Je pense que c'est pas le sujet de cette table ronde. On peut en refaire une autre. Il y a les déploiements Android en OS et ensuite il y a les devices sur lesquels ils sont distribués. Voilà. Donc, et quand vous parlez du partenariat Renault-Nissan, pour être très précis, et j'en profite parce que j'ai une casquette aussi automobile. Donc je le savais. C'est pour ça que je vous adressais cette question. Mais on est vraiment dans une réflexion de partenariat. En gros, tous les fabricants automobiles, ils embarquent des systèmes dans leur voiture. Ils doivent décider s'ils sont sur des systèmes propriétaires ou sur des operating systems ouverts. Ils ont fait le choix d'aller sur un operating system ouvert qui est Android, qui leur permet ensuite d'avoir accès à une infinité beaucoup plus grande d'applications pour la voiture. Donc c'est ça le choix fondamental. Ensuite, ce que comprend le partenariat, c'est qu'il y aura 3 services Google qui seront présents. Et effectivement, et je raccroche à notre table ronde, dont l'assistant. Mais ça, c'est un choix. Dans les partenariats, vous regardez quelles sont les forces que chaque partenaire peut apporter, sur quel domaine. Et Renault a fait le choix de se dire que c'est vrai que sur l'assistant, on a une telle avance, quand vous parliez des groupes, c'est vrai que c'est une technologie très très complexe sur laquelle on investit depuis des années, qui n'est pas facilement reproductible et du coup on apporte une vraie valeur dans le cadre de ce partenariat avec un service comme ça dans la voiture. Donc si je reviens au partenariat et aux partenaires présents autour de cette table, sur la partie justement créateur de contenu, qu'est-ce qu'on va chercher comme complémentarité quand justement on s'adresse à Laurence Amama pour faire un partenariat sur Google Assistant? On imagine bien quand même qu'il y a une question de finesse des données qu'on va aller chercher, de meilleure connaissance aussi des publics. Encore une fois, pour aller trouver un business model derrière, on ne fait pas ça que parce qu'on est une non-profit et qu'on adore ces audiences. Il y a quand même une question à un moment donné de relais de croissance et de nouveaux business models à engager. Oui, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de réinventer ce terrain-là, cette monétisation-là, et je pense qu'on en est tout aux prémices. Donc, oui, bien sûr, nous, je parle au nom de TF1, évidemment qu'il nous faut un business model à terme vertueux. Et effectivement, il faut des partenariats vertueux également. Donc là, ça va être aussi toute notre créativité, c'est de trouver le bon terrain d'entente. Je suis persuadée que Google ou Amazon ont besoin des marques également et des contenus de qualité pour installer les usages. Et oui, il faut qu'on trouve des manières, des modalités de travailler ensemble qui soient gagnant-gagnant, que ce soit dans la transparence quant à l'usage effectivement des données utilisateurs pour que nous puissions optimiser également, par exemple, l'expérience de nos utilisateurs cross-device
sur la base de ce qu'on peut collecter sur ces environnements-là, mais également pour aussi trouver une manière de monétiser cela. Parce que oui, je vous rejoins parfaitement, on ne fait pas... oui, on a besoin de trouver des modèles vertueux, oui. Après, la question elle est peut-être un peu différente sur la partie business model, évidemment, pour France Télévisions, mais quand même, à terme, et là aussi, on fait un clin d'œil à la réforme peut-être audiovisuelle en cours, il va aussi falloir trouver des relais de croissance pour même des groupes de télévision publics. Donc, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment aux prémices et on essaie de trouver les usages et les modèles économiques. Donc ça, c'est clair. Aussi pour France Télévisions, puisqu'on a besoin aussi d'argent, même si on n'est pas dans un modèle complètement commercial comme TF1. Nous, sincèrement, il y a aussi un avantage, en tout cas, je pense qu'il faut, aujourd'hui, dans les médias, il faut être relevante, je ne trouve pas le mot en français, désolé, pertinente, et l'accessibilité. C'est les deux mots que nous, on s'applique, en tout cas, sur le numérique. Donc, si la façon d'arriver au public, c'est via les assistants vocaux, et qu'on peut trouver des formes de contenu qui s'adaptent à ces nouveaux devices, on y sera. Après, s'il y a un modèle économique, on y sera de façon beaucoup plus poussée. S'il n'y a pas un modèle économique, en tout cas, qui est difficile de le trouver parce qu'il y a une question de privacité des data et compagnie, comme on vient de parler, on y sera peut-être en moindre mesure. Mais je pense que nous, France Télévisions, il faut qu'on y soit parce que nous, on pense qu'on peut toucher des publics qu'on touche peut-être moins aujourd'hui et que c'est une façon d'engager sur nos marques. On travaille sur des projets, je ne peux pas dire parce que ce n'est pas complètement consolidé, sur des marques programmes autour du gaming, sur lesquels on essaie de faire des choses, sur l'éducation, la révision du bac. Il peut y avoir des choses qui sont très service public et qui derrière, pas forcément besoin qu'il y a entre guillemets, une rémunération des publics, mais effectivement, si au moins on peut trouver des façons de financer ces projets de façon intelligente, ça nous aiderait à déployer les idées, trouver de nouvelles écritures, trouver de nouvelles façons de faire arriver les médias, donc France Télévisions, mais TF1 et les autres, c'est les mêmes problématiques, sur ces nouveaux points de contact avec nos publics. Bon, on parle beaucoup de Google Assistant pour le coup, parce que Laurent Samama est un peu désigné volontaire sur cette scène aujourd'hui pour le colloque NPA Conseil Le Figaro. Mais est-ce que ça se passe différemment avec d'autres types d'acteurs ? Est-ce que vous êtes déjà allé faire des démarches de partenariat avec Amazon, par exemple ? Comment ça se passe chez Apple côté Siri ? Est-ce que vous êtes aussi en train de regarder d'autres acteurs peut-être plus petits, mais plus européens, comme Snips, par exemple, ou d'autres types d'assistants vocaux ? Est-ce qu'il y a aussi une façon de tisser des partenariats avec des contenus différents en fonction du détenteur de l'OS, si j'ose dire, et du software? Nous, effectivement, on est agnostique dans la manière de travailler. Donc, ce qui compte, c'est de réussir à adresser l'ensemble des canaux qui nous permettent de toucher nos téléspectateurs, nos usagers. Et donc, du coup, on discute avec tout le monde. Ça, c'est un fait. Après, techniquement, évidemment, lorsqu'on fait une skills pour Amazon sur un flash briefing, on ne le fait pas forcément de la même manière que sur de la narrative news pour Google, mais ça, c'est technique. Ça, c'est notre tambouille interne. Et concernant des acteurs type Snip, évidemment que c'est intéressant, notamment sur la manière qu'ils ont d'adresser la donnée, puisqu'elle est locale. Enfin, en tout cas, la boucle se fait localement quant au stockage. Mais donc, du coup, il faut également regarder de ce côté-là, puisque c'est aussi intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas une manière de travailler de manière vertueuse avec les Amazon et Google. Mais nous, on est agnostiques. Il faut qu'on trouve les manières de parler à nos publics. Mais ça veut dire qu'il va falloir effectivement développer pour une action pour Google, une skills pour Alexa, mais pour rigueur, HomePod, ça a toujours été le cas. Portal, pour tout le monde, quoi. Ça, c'est en gros notre travail. Notre travail, c'est d'adresser l'ensemble des canaux. Et quel que soit l'OS, et c'était déjà le cas avec les navigateurs, lorsque vous faisiez un site ou une app, voilà, elle était sous Android ou iOS, et on adressait déjà plusieurs canaux. L'histoire a vu qu'il y avait plusieurs OS, et ça s'est réduit à 2, précisément parce que les développeurs en avaient marre de développer pour Microsoft, Nokia à un moment, il faut quand même se souvenir. Et puis ça s'est terminé à un duopole qui est iOS.
d'un côté et Android de l'autre. Ça veut dire que est-ce qu'il y a un mouvement naturel et une concentration des technologies? Une concentration des usages ou une concentration des technos? Bon, en tout cas, nous, dans notre démarche, lorsqu'un nouvel écosystème se crée, notre principe, c'est d'adresser le plus largement possible et puis après de travailler avec chacun pour trouver les bonnes manières de fonctionner. Laurent, comme vous êtes... excusez-moi, Encarna, je vous en prie. Nous, on a les mêmes positions que TF1. On travaille avec tous de la même façon qu'on le fait sur les autres technologies ou sur les autres façons de consommer. C'est vrai que le numérique, c'est pas comme les broadcasts où voilà, il y a une façon de faire et elle est unique. Là, avec le numérique, il y a beaucoup de débats, beaucoup de formes de contact, beaucoup d'usages différents. Et malheureusement, ça complexifie la façon de déployer ce type d'initiatives. Les applications, c'est un peu la même chose. À chaque fois, on se bat pour Android, iOS. Mais bon, ça fait partie du job. Voilà. Donc nous, on est très pour les acteurs français, bien sûr. On travaille avec Quant récemment et on continue à travailler avec eux sur tout ça qui est search. Et voilà. Et donc on travaille également avec les assistants vocaux. Moi, j'ai une question pour vous deux. Qu'est-ce qui va être important de faire remonter? C'est une marque ou c'est un usage? Par exemple, vous dites, est-ce que ce qu'on demande, c'est donne-moi la recette du gâteau au chocolat ou donne-moi la recette de marmiton? On demande l'information ou on demande France Info? On demande une série ou on demande Plus belle la vie? On demande quoi? En tout cas, notre position, c'est nos marques. Et nos marques. C'est la marque qui est important. Et donc, il va falloir investir sur les marques. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une question des paramétrages. Donc, on en parlait tout à l'heure entre nous. Moi, par exemple, chez moi, désolée, c'est Alexa. Donc, je suis abonnée à Deezer, je suis abonnée à Netflix. Donc, je tout paramètre en fonction de tes abonnements. Et bien sûr que si dans ta tête, tu as France Info, tu vas dire à Alexa, voilà, France Info. Donc nous c'est clair qu'il y a les positionnements des marques numériques et surtout les marques programmes. Parce que bien sûr, quand on veut voir Plus belle la vie, on sait qu'on veut voir Plus belle la vie. Après, il y a des sujets comme le gaming qui peut être associé aux marques programmes ou des sujets comme l'éducation où c'est plus événementiel, donc moins c'est lien avec les marques. Mais en tout cas, je pense que le développement des marques, c'est très important. Stéphanie, vous avez le même... De manière, les marques ont cette puissance et cette notoriété sur laquelle il faut évidemment capitaliser. Ça n'empêche pas d'avoir une démarche également de spécifique et de créer aussi de nouveaux assets pour ces nouveaux environnements. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la gamme de podcasts concrets comme Impact Positif ou les gens qui y sont plus heureux. C'est parce qu'on est persuadé également qu'il faut aussi enrichir notre galerie de marques avec des assets qui adressent spécifiquement un usage. Voilà, donc il y a bien les deux. Il y a capitaliser sur nos marques parce qu'elles sont premium, elles sont connues et c'est déjà une force énorme. Et puis en créer d'autres dans le portefeuille pour pouvoir adresser spécifiquement. Laurence, ça c'est l'attitude donc des acteurs français, mais vous êtes directeur des partenariats IMIA. Comment ça se passe dans d'autres pays européens? Quel type de partenariat vous voyez se développer entre créateurs de contenu et ces nouvelles audiences à aller chercher avec ces nouveaux usages? Je crois c'est assez similaire. Hein, on est vraiment dans le même type de conversation. Je dirais quand je fais le parallèle avec l'audiovisuel, on est parfois un peu plus avancé. Par exemple, on a lancé Channel 4 au UK ou ZDF, qui est un peu le France Télévisions allemand, ont déjà lancé, leur contenu est accessible à travers Google Assistant. Donc, j'ai pas fait de benchmark à travers tous les différents assistants et la compétition, mais sur Google Assistant, on est un petit peu plus avancé dans d'autres grands pays européens. Mais disons que les projets sont en cours aussi en France avec tous les acteurs. Donc, c'est assez similaire. C'est vraiment, on est dans on en est à peu près au même niveau. Et puis, comme d'habitude, je pense que les produits ont d'abord été lancés au UK, comme c'est souvent le cas, de produits qui viennent des États-Unis pour une question de langue. Donc, on a peut-être un peu plus de développement au UK, mais c'est marginal. Je crois qu'on est à peu près au même niveau.
Aujourd'hui, dans tous les programmes justement de développement qui sont en train d'être menés dans vos directions conjointes pour aller développer du programme justement pour ces assistants vocaux, quel est le programme le plus innovant que vous puissiez avoir? Ou est-ce que, encore une fois, on se laisse ouvert l'univers du champ des possibles et de pouvoir créer? Est-ce qu'il y a un projet spécifique en matière de contenu, en matière de format, où vous dites, oui, là, on est vraiment en train de réinventer ou d'inventer le futur de la façon dont on va pouvoir construire du programme grâce à la commande vocale? Alors, en toute humilité... Non, mais c'est vrai que sur ce qu'on a lancé à date, il s'agit de podcasts sur ce qui a été créé de manière spécifique, donc je ne vais pas parler d'une révolution en termes d'adressage du device. Et ce qu'on a fait par ailleurs en termes d'app ou de skills, ça relève du quiz, donc c'est des patterns assez classiques. On pense que la dynamique est bonne parce qu'effectivement, on est dans un carcan qui est extrêmement classique pour cet usage vocal. Mais il n'y a pas de révolution en termes d'innovation. Donc non, là, tout reste à créer. On est en train, nous, de travailler justement en back-office pour créer l'ensemble des workflows qui nous permettront d'adresser demain ces créations de contenu. Mais tout ça est vraiment au niveau... c'est très, très récent, quoi. Tout neuf. C'est clair que sur tous nos usages, d'abord, on va essayer avec de la matière qu'on connaît parce qu'il y a déjà l'environnement à maîtriser. Donc souvent, on fait des choses avec des programmes ou des matières qu'on connaît. Les gaming, c'est clair que c'est facile, c'est interactif, ça développe les conversationnels. Mais comme Stéphanie, c'est vrai qu'on n'a pas encore la lumière, la petite lumière qui s'allume disant c'est l'idée géniale, voilà, on teste. Et je pense que ça va venir avec un dialogue avec les publics et un usage. Et les usages vont amener des idées, les idées vont amener des usages. Et c'est en ayant des applications, des skills, des propositions qu'on va s'auto-nourrir avec l'usage. Laurent, on a des débuts d'usage, mais est-ce que pour l'instant vous avez repéré une recette qui est assez facile à adapter? C'est intéressant votre question parce que nous, l'assistant en lui-même et la reconnaissance vocale, on trouve que c'est une innovation incroyable et qui, il y a encore 5 ans, paraissait complètement... ça relevait de la science-fiction. Et aujourd'hui, on voit les progrès qui sont faits sur cette technologie qui sont absolument folles. Mais en fait, votre question, elle reflète aussi ce que les utilisateurs attendent, c'est que maintenant que c'est là, c'est considéré comme un acquis, et finalement, ça va marcher, et on se dit, quels sont les nouveaux services, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau? Alors que, bon, je pense qu'on en est quand même à délivrer une expérience, déjà répondre aux questions de base et avoir à travers l'assistant, pouvoir accéder à ce qu'on fait déjà ailleurs, mais de manière plus instantanée, c'est déjà quelque chose d'incroyable qu'on essaie de développer au-delà de... Mais ensuite, ces innovations, oui, elles viendront de... On ne sait pas d'où elles viendront, en fait. Mais on ne les a pas encore repérées. Non, mais c'est ça, on est déjà dans un enjeu de bonne compréhension des intentions et pour pratiquer un peu ou Alexa ou Google, on voit que c'est encore... en construction sur beaucoup d'intentions qui ne sont pas comprises. Donc c'est vrai que d'aller développer du contenu avec des interactions très spécifiques autour de ces intentions, je pense que c'est un peu prématuré et ça risque d'être forcément un peu gadget aussi. Et c'est ce qu'on veut éviter. Je pense qu'il est important de s'inscrire aussi dans des usages qui sont un petit peu, pas massifs, mais en tout cas un peu larges, quoi. Donc priorité au test and learn, si on comprend bien. Maintenant, il y a quand même un paramètre qui risque de toucher les assistants vocaux et justement la partie search de l'assistant vocal, c'est la réforme du droit d'auteur, réforme européenne s'il en est. Est-ce qu'avec le futur article 11 et le futur article 13 qui pourraient être votés au mois de décembre par le Parlement européen, on peut s'attendre à avoir les mêmes problématiques de référencement ou de déréférencement sur les assistants vocaux que dans Google News, Laurent? Je ne suis pas sûr que je sois bien placé pour commenter. Je crois que dans ma compréhension, on en est encore à une phase de discussion de trilogue. Donc le scope précis des articles 11, article 13 est encore en cours de définition. Et comme vous dites, on aura plus de clarté d'ici la fin de l'année au niveau européen. Et ensuite, il y aura une application dans chacun des pays qui pourra encore repréciser des choses. Donc difficile à dire.
Mais votre opinion m'intéresse là-dessus. Non, mais moi, je n'ai pas d'opinion, j'ai que des questions, figurez-vous. Mais non, justement, ça pose bien cette question à un moment donné, de voir que par rapport à des nouveaux usages qui sont en train de se développer, des nouveaux modes de partenariat, des nouveaux modes de fonctionnement qui se mettent en place entre éditeurs et entre fournisseurs d'OS ou de devices, il y a aussi une régulation qui va arriver en face. Donc, est-ce que l'assistant vocal à terme va être régulé de la même façon qu'on est en train de réguler le web par ailleurs? Et est-ce que du coup, pour vous, créateurs de contenu et marques médias, ça soulève aussi des questions, même en bêta-testant ces usages? Je dirais juste un point, enfin, la protection du droit d'auteur, elle est clé, elle est essentielle. Donc, il n'y a pas de raison. Nous, on essaye d'implémenter, on a des mesures différentes sur différents services. Si vous prenez un service comme YouTube, la protection du droit d'auteur, elle passe par notre outil de Content ID. Sur le search, on a des procédures différentes parce que le search, ce n'est pas un outil où les contenus sont chez nous. Donc du coup, on est plutôt on travaille avec les possesseurs de droits d'auteur pour qu'ils nous signalent quand il y a violation, qu'on puisse délister les liens qui violent ces droits d'auteur. On a toute une procédure de démotion. Donc en fait, c'est comme vous dites, oui, il faut protéger les droits d'auteur. Cela se fait différent par produit. Il n'y a pas de raison que sur l'assistant, on ne protège pas les droits d'auteur. Donc ensuite, j'ai du mal à vous répondre plus spécifiquement sur article 11, article 13. On va les relire. Voilà. Il y avait, on est effectivement, et vous êtes tous les trois à le dire, en phase d'expérimentation. Il y en avait une qui était, qui avait concerné Alexa, où on s'était aperçu aux États-Unis que les utilisateurs avaient une aversion particulière pour la publicité sur les assistants personnels vocaux. C'est un fait, donc pour l'instant, c'est un rejet qui avait l'air d'être assez massif. Est-ce que pour vous, ça vous pose un problème de monétisation du coup pour TF1 ? De toute manière, la monétisation est vraiment assez balbutiement sur ces écosystèmes. Là, on en est au stade du billboard intégré tel qu'il est par ailleurs sur le format natif. Non, je pense que ça va surtout nous challenger, nous tous, annonceurs, agences et broadcasters, sur la nécessité d'adresser cette... et puis également device, sur la nécessité d'adresser différemment cet environnement. On ne va pas pouvoir mettre un pré-roll trop long. Donc forcément, il va falloir faire de la doc et recréer des formats qui soient idoines pour cet environnement. Je trouve que c'est un enjeu, c'est un challenge. Et heureusement qu'on va se poser la question. Je pense qu'on a mis un peu de temps, par exemple, sur les environnements mobiles, à adapter le format publicitaire à cet environnement spécifique pour plein de raisons qui sont compliquées. Dans la notion de livraison des créas. Et on se rend bien compte que quand il y a rejet de l'utilisateur, quand finalement on n'a pas le bon format au bon endroit. Donc je pense que c'est exactement la même question qui se pose sur les assistants vocaux. Je pense que c'est un très bon parallèle le mobile, parce que, juste pour une histoire personnelle, il y a 10 ans, j'étais responsable publicité mobile chez Orange, et tout le monde m'expliquait qu'il n'y avait aucune chance que la publicité ne se développe jamais sur mobile. C'était vraiment très clair. En fait, c'était le mauvais format, c'est ça ? C'était le mauvais format. C'était trop tôt. C'était juste trop tôt à tout point de vue. Et donc, comme dit Stéphanie, c'est vraiment... il est trop tôt pour penser à ça, pour le mettre. On n'y est pas du tout. Et effectivement, les formats sont probablement différents. La manière d'aborder, on n'a peut-être même pas l'idée aujourd'hui à quoi ça va ressembler. Et mais par contre, vous avez raison sur le fait que oui, si aujourd'hui, sur l'assistant, vous calez, comme on disait tout à l'heure, calquer des expériences existantes sur l'assistant, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. D'accord, mais alors, comment est-ce que vous faites ? Vous recueillez les desiderata des utilisateurs, vous travaillez avec les agences médias, vous travaillez avec nous, très clairement aujourd'hui, annonceurs, vous tâtonnez, ça j'ai bien compris que tout le monde tâtonne, mais comment est-ce que vous faites par itération pour arriver au format, j'allais dire, acceptable, souhaitable, alors vraiment, je ne sais pas, de manière mais acceptable transparente, par comme l'utilisateur. je vous le disais tout à l'heure, juste pour Google, mais ensuite vous pourrez en parler, parce que je vous disais, visiblement, il y a des radios qui sont plus avancées que nous, mais nous, on tâtonne sur l'usage. On est vraiment sur le développement de l'usage aujourd'hui. On n'est pas du tout dans la réflexion du format publicitaire. Allez, le mot de la fin avec vous. On est aussi sur les usages. Aujourd'hui, il faut vraiment trouver l'usage que les publics vont faire des assistants vocaux à la maison et sur les mobiles, qui devient quand même un device centrique. Et quand on va trouver ces usages, on pourra développer des idées qui sont adaptées à ces usages et on va s'auto-nourrir. Et bon, il faut qu'on
on trouve la façon de financer tout ça à court terme et à moyen terme. Et donc, tout ça s'est fait en parallèle, comme toute technologie, comme tout usage nouveau. Et c'est en se trompant, je pense qu'on va aussi réussir à faire quelque chose qui in fine, sert aussi aux téléspectateurs. Donc on a un premier stade, Ouais. expérimentation, usage, c'est ça? Merci à tous les trois. Merci Merci beaucoup pour ce retour, enfin ce début de retour d'expérience sur l'usage de l'assistant vocal et des formes de monétisation à trouver. Merci.